Bienvenue à vous et merci d'être toujours avec nous sur TV5 Monde pour ce tour du monde de la francophonie. Et après Cayenne, vous aviez normalement rendez-vous en Guadeloupe. Je vous rassure, vous y serez dans un instant avec Lise Dolmar et Michel Reynette de Guadeloupe Première. Ce sera au Memorial Act, qui est le centre le plus important au monde, consacré aux souvenirs de la traite négrière et de l'esclavage, mais pas dans les conditions prévues au départ. L'ouragan Maria est malheureusement passé par les Antilles françaises, vous le savez. 2 morts et 2 disparus en Guadeloupe et des dégâts matériels sérieux. La Martinique a été également très touchée et quelques jours auparavant, il y avait eu le passage destructeur et mortel d'Irma à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le passage de l'ouragan a donc en partie compromis l'heure de direct depuis Pointe-à-Pitre, mais malgré les difficultés matérielles et techniques, vous serez avec nos confrères dans un instant, je vous le dis. Juste après, on se retrouvera ici à Paris, dans les studios TV5 Monde, pour parler encore des Antilles françaises avec nos invités. Le cinéaste Christian Lara, le musicien Jacob Desvarieux du groupe Cassav, l'écrivain et le poète Daniel Maximin et le chanteur Philippe Lavie. Merci à vous d'être avec nous donc à Paris. Mais d'abord, direction Pointe-à-Pitre, où l'on retrouve Lise Dolmar et Michel Reynette de Guadeloupe Première et tous leurs invités. À vous pour ce tour du monde de la francophonie. Ils vont être avec nous. Maria, Irma, 2 sacrés phénomènes qui ont soufflé de toute leur force quasi surnaturelle sur notre région Caraïbe. La Guadeloupe n'a pas été épargnée, comme vous le savez. Et c'est une partie du ventre francophone qui palpite encore au rythme de ces violentes déferlantes. Alors pour nous, en ce moment-là, la francophonie prend une autre allure, une autre couleur. La couleur des plumes rebelles qui marquent aussi le caractère de notre région. Ces plumes, le climat, un environnement pour une francophonie que nous allons vouloir exhaler aujourd'hui tout au long de cette belle journée francophone. Pour en parler, nous avons juste à côté Michel Reynette qui reçoit Monsieur Etna. Il est géographe et lui aussi parle avec ces mots, des mots du verbe de notre terre. Oui, oui, absolument, Lise, merci. Effectivement, Max Etna va nous rejoindre dans quelques instants. Et comme d'un scénario bien huilé, vous voyez, l'avenir qui côtoie la mémoire. Et c'est vrai que c'était pas prévu, mais voilà, cette mission scientifique pour étudier les fonds marins a accosté aux abords du Memorial Act. Max Etna, bonjour. Voilà, on se revoit tout à l'heure, mais j'aimerais bien faire écouter aux téléspectateurs le bruit qu'émet le monstre, parce que nous avons une petite mentalité anthropomorphique concernant les cyclones qui sont consubstantiels de ce qu'on appelle notre être au monde. Donc je propose d'écouter pendant quelques secondes le cri, la rage de ce monstre. Je vais, de ce point de vue, très abusivement citer et dévoyer même le mot d'Aimé Césaire qui disait « J'habite une version absurdement ratée du paradis et c'est parfois pire qu'un enfer ». C'est abusif, ce n'est pas du tout pour cela qu'il l'a dit, mais c'est un peu vrai, n'est-ce pas, Max Etna? Complètement. Aimé Césaire a aussi dit « On ne fait rien quand on a la géographie contre soi ». Et en l'occurrence, c'est le cas par ces temps cycloniques multiples et variés qui nous ramènent effectivement à une géographie environnementale, à un ancrage tellurique, volcanique, un positionnement tropical qui fait que la Guadeloupe se trouve être davantage un enfer qu'un paradis. Même si, n'oublions pas, le bonheur est aussi dans nos îles. Alors, les paramètres qui font que nous connaissons, nous sommes souvent
lié à cette conjoncture de frayeur, de panique, c'est que aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, puisque l'histoire en témoigne, eh bien, ce petit cul-de-sac marin que nous avons en face de nous a été le théâtre de drames, notamment en 1928, lorsque le cyclone, à travers un raz-de-marée et une surcote marine due à la marée de tempête, a donc provoqué quelque chose comme 1200 morts dans notre archipel. Oui. Alors, il est vrai que Césaire a parfaitement raison. Et du reste, il avait aussi, que je me souvienne, employé le terme de peuple volcan pour qualifier ses homologues de la Martinique. Eh bien, nous, ici, nous sommes également servis et nous avons justement à intégrer ce déterminisme géographique, cet invariant, Oui. pour, en quelque sorte, rester au plus près de la culture des risques. Alors, Max Etna, on a beaucoup entendu gloser sur précisément la culture du risque, la culture du cyclone, avec Irma, avec Maria, on a tendance à l'oublier, José, juste avant Maria. Alors, on sait qu'il y a des hommes, on les désigne comme ça, de pays à hiver. Est-ce que nous serions des hommes des pays à cyclone? Ah, nous le sommes parfaitement, puisque nature à risque donne culture des risques, société à risque et comportement humain à haut risque. Autrement dit, même si nous n'avons pas encore intégré totalement la notion de culture des risques, il reste beaucoup à faire, puisque nous sommes le plus souvent en divorce avec certaines pratiques, certaines consignes, certaines dispositions légales qui feraient que nous aurions intégré pleinement le danger, notamment le danger cyclonique. Mais il faut quand même dire que par le passé, la parole ancestrale, la parole séculaire, qui a permis à nos prédécesseurs de vivre ces moments douloureux, nous ont quand même laissé quelques précautions à prendre. Et c'est souvent que le peuple, en période d'avant-cyclone, prend des dispositions pour aller, on entend tonner le marteau, on entretient les caniveaux, bref, on essaye de parer au plus pressé, oui. Mais il se trouve que la fatalité, ce que peut-être, même si nous ne sommes pas des bouddhistes, ce que les Thaïlandais appellent le Mai Pan Wai, eh bien, cette placidité de la fatalité à la volonté de Dieu. Et une fois que ces précautions ont été prises, on se laisse aller à se dire à la volonté de Dieu. Oui, et alors dans l'espace caribéen, on a l'impression que la mémoire vive, j'ai envie de dire, l'inconscient collectif, c'est non souvent en citant des cyclones. Hugo, par exemple, comme autant de marqueurs, j'ai envie de dire, existentiels. Pourquoi ? Ce sont des marqueurs. Le mot existentiel est tout à fait pertinent, puisqu'il s'agit pour nous, lors de ces moments dramatiques, de survie, il s'agit de se confiner, il s'agit de réfléchir à la manière dont on va s'en sortir. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la prise de conscience est vraiment quasiment totale pour justement trouver les parades, essayer de déterminer et des plans au sec, et à déterminer, si vous voulez, une des parades liées à la prévention, oui. Aux précautions à prendre en termes de préconisation des autorités publiques, pour faire en sorte que nos terres à volcan, nos terres à cyclone, nos terres à séisme constituent un élément fort de notre identité. Et de notre créolité. Et de notre créolité. C'est-à-dire que nous ressemblons beaucoup finalement à ces phénomènes climatiques, n'est-ce pas? Oui, puisque très souvent, comme on dit en créole, notre pays se retrouve en bouleverse. et il faut vivre avec, oui. Et il faut surtout mettre en place une politique publique de prévention de manière à ce que, au niveau de l'information, au niveau des annonces, oui. Au niveau de l'impact, au niveau de l'impact des cyclones, au niveau aussi de la reconstruction, de oui. La renaissance, et
qu'on intègre ces paramètres qui sont malheureusement des paramètres structuraux et structurels. Merci beaucoup, Marc Secna, de votre science, de la connaissance de ces phénomènes et des hommes qui subissent ces phénomènes. On va rejoindre Lise Dolmar, qui est aux côtés du professeur Roger Thompson, qui est un des tenants de la francophonie. Il a été d'ailleurs un des membres de la haute autorité, en tout cas Et Lise Dolmar, vous êtes aux côtés d'ailleurs du professeur, déjà à l'intérieur du Mémorial Act, n'est-ce pas? Absolument, Michel. Dans l'antre de la mémoire, on va parler de notre forme de cyclone, de notre œil du cyclone, l'œil de Roger Thompson qui nous intéresse par rapport à tous ces événements et bien sûr par rapport, bien évidemment, à la francophonie. Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, la parole du corps, celle qui exprime plus que les mots ce que nous sommes dans le tréfonds de notre identité. Et c'est Stéphanie Mélion-Renette qui l'incarne avec performance, universitaire et chercheur. Elle danse avec son corps, elle nous parle, elle nous dit des choses. Regardez cette harmonie. Ma langue est un 4 chemins où le coq chante encore. Sur ses ergots il est fort et dans ma gorge il mord. On me fait taire sec quand je dérespecte les règles sélectes du temps, du verbe et du sexe. Mon idiolecte est lexical, je m'introspecte subliminal là. Directe sensation liminale. Et je me délègue des sons hybrides lâchés sur ma langue sans bride. Ma langue est un 4 chemins à la croisée des palabres, des magies et des destins de peuples arrivés en essaim sur mon île. Sur mon île au soleil, à l'ombre je prends sommeil sous l'arbre des souvenances, aux cordes vocales des saules pleureurs qui chantent la rosée de nos pleurs. Ma langue est un 4 chemins où le coq chante encore sur ses ergots, il est fort et dans ma gorge, il mord. Ma langue est un 4 chemins, ma langue est un 4 chemins, en 4 chemins, en 4 chemins. La notion du 4 chemins, du 4 chemins, le carrefour de tout, le carrefour du monde. Roger Thompson, elle vient d'exprimer avec son corps cette notion de 4 chemins qui nous est très chère. Est-ce qu'on peut parler de la littérature à 4 chemins? Elle a une porte d'entrée, vous l'avez écrite en 1998, c'était Mythologie du métissage, où vous questionnez l'histoire de la langue, de son processus et de son évolution. Oui, la question de la langue est une question qui revêt une importance décisive dans le cadre historique de l'apparition et de la formation de nos communautés. Du point de vue linguistique, nous sommes des francophones, c'est-à-dire que nous sommes parlants français sans pour autant être des Français, selon la définition immédiate qui voudrait que quand on est Français, on est de race blanche, sans doute de religion chrétienne, sans doute rattaché à un territoire précis, celui de la France dite hexagonale. La francophonie est le fait linguistique caractéristique de populations qui, par le fait de la colonisation, ont acquis une certaine connaissance, une certaine utilisation de la langue française. Un écrivain francophone n'est pas un écrivain français comme les autres. Il a une particularité, celle de faire servir la langue française à l'expression des particularités de notre nature, de notre histoire, de nos cultures. Michel Henriette vous a rejoint. Oui, finalement, vous parlez d'altérité, là, Roger Thompson. Est-ce que vous êtes tenant de l'entièrement à part d'Aimé Césaire? Est-ce que nous sommes donc des entièrement à part des Français, entièrement à part des francophones? Aimé Césaire dit bien à la fois à part, entièrement à part et entièrement, ouais. Entièrement et entièrement à part. Ouais. C'est la caractéristique de nos identités qui sont des identités multiples, qui sont des identités de synthèse. Et le grand mouvement intellectuel et politique auquel nous assistons au cours du XXe siècle et surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le grand bouleversement auquel l'on assiste est celui de l'inversion des valeurs. Ce qui était dévalorisé antérieurement est désormais valorisé. C'est-à-dire que la différence qui était perçue comme différence négative est enfin perçue comme une différence positive. Et notre particularité dans l'usage de la langue française, loin d'être tenue pour une forme négative, au contraire,
caractérise notre style à nous, notre style francophone, caribéen, antillais, et ce qui fait que, par exemple, nos écrivains écrivent le français comme ne le font pas les écrivains français hexagonaux. Alors, partant de cela, est-ce qu'on peut postuler que tous les Antillais, martiniquais et guadeloupéens, sont des francophones? Tous les Antillais sont francophones, et martiniquais, guadeloupéens plus particulièrement, et je dirais que même si le locuteur guadeloupéen ou martiniquais n'utilise pas une langue française conforme aux normes académiques, le français, même incorrect entre guillemets qu'il parle, peut être compris. C'est le retournement? C'est le retournement, en effet, de la condition du créole, antérieurement appelé patois, mais le mot patois étant dévalorisant, nous pouvons dire purement et simplement que le créole est une langue, certes, langue qui entretient des relations particulières avec la langue française. Il n'y a pas rupture, il n'y a pas césure, il y a continuité entre le français et le créole. Alors justement, qu'est-ce que la francophonie vue d'ici? Parce qu'on se rappelle tout de même ce fameux poème de Léon Gontran-Damas, « Ok », qui mettait comme principe le bon parler français, le français du français, le français de France, le français français. L'une des caractéristiques, en effet, l'une des caractéristiques de l'idéologie coloniale est une caractéristique selon laquelle le français était valorisé, survalorisé, hypervalorisé. Donc en position de domination. En position de domination, il faut bien se rendre compte que les rapports d'inégalité linguistique sont le miroir de l'inégalité économique, de l'inégalité politique, de l'inégalité culturelle. Donc il a fallu se battre pour valoriser tous les traits culturels de nos sociétés francophones caribéennes, de manière à ce que par inversion soit valoriser ce qui ne l'était pas antérieurement, de ce qui fait que la négritude en tant que mouvement de valorisation raciale et culturelle englobe les revendications touchant aux pratiques linguistiques de nos sociétés. Ça veut dire que le créole reste, vis-à-vis du français, une langue vernaculaire? Oui, le français langue véhiculaire et le créole langue vernaculaire. Et antérieurement, jusque de la deuxième moitié du XXe siècle, le créole était sous-évalué et le français surévalué. Nous assistons depuis un certain nombre de décennies à un mouvement inverse, une valorisation, je dirais même une survalorisation du créole pour des raisons symboliques, pour des raisons touchant à nos imaginaires, à notre réinterprétation de l'histoire. Survalorisation du créole et sous-évaluation du français. Désormais, l'identité antillaise se réclame du créole comme langue de référence. Un dernier mot et très rapide, s'il vous plaît, pendant que Lise va se lever pour aller rejoindre notre invité Fred Dehaye. Juste, Lise va donc voir Fred. Je voulais savoir si, d'une certaine manière, le créole n'a pas enrichi un peu le français. Le créole... Participer. On peut le dire, ceci à l'échelle de nos créations culturelles et plus particulièrement de nos créations littéraires. C'est-à-dire que nos écrivains ont enrichi la langue française dont ils ont fait usage des ressources du créole. Il y a comme caractéristique du style de tous nos écrivains cette espèce, n'est-ce pas, d'alliance entre le français et le créole. Une manière d'utiliser le français qui réutilise les ressources orales, d'où en quelque sorte quelque chose qui donne un son particulier à l'oral comme à l'écrit. On vous retrouve dans quelques instants, Roger Thompson. On rejoint Lise tout de suite qui va se diriger vers Fred Dehaye. Absolument, on se dirige vers Fred Dehaye qui nous attend un peu plus loin. Et le passage que nous empruntons maintenant est très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a une mémoire derrière les mots. Cet arbre l'illustre parce que l'art a la capacité de sublimer les faits du passé. Et là, il s'agit de l'arbre de l'oubli, cet arbre qui permet à chacun de se souvenir, d'ancrer un passé, mais sans pour autant le rendre lourd, ténébreux. Il brille, il illumine, il donne des messages de fond, d'espoir et de transcendance. Nous rejoignons à travers ces dédales de l'histoire et de cette beauté de nous-mêmes et du passé, Fred Dehaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc maître en droit public, vous êtes aussi auteur que compositeur et on vient de vivre 2 cyclones majeurs très forts, ça nous a tous bouleversés. Est-ce que ce déferlement de la nature
commence déjà à germer dans votre tête, commence déjà à vous suggérer des mots, de la musique, une pensée? Oui, comme beaucoup de musiciens, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, de peintres, forcément, le déferlement de cette puissance sur nos îles forcément touche. Mais ce qui touche davantage, c'est moins la nature que la réaction des hommes. C'est le fait que c'est un moment de solidarité, c'est un moment de peur partagée, c'est un moment de communion et c'est un moment où on va se mettre à suer ensemble pour Saint-Martin, pour la Dominique et pour nous-mêmes. Et ça, c'est un moment qui est intéressant et qui provoque toujours des réactions artistiques. Et je suis à peu près sûr que dans les prochains mois, il va y avoir des peintres ou des poètes ou des musiciens qui vont chanter ce moment-là. Ça fait germer les pensées et la créativité. Oui. Michel Reynette, que l'on retrouve. Oui, absolument. Merci beaucoup Lise, merci beaucoup Fred Deshayes qu'on retrouve dans quelques instants. Nous avons parlé, nous avons effleuré tout à l'heure cette diglossie, cette compétition presque de temps en temps entre le créole et le français. Je propose de découvrir comment elle se matérialise dans la vie. Alex Robet nous en parle. Cet ancien professeur de mathématiques a exercé dans cet établissement, autrefois appelé Collège d'enseignement technique, son orientation, la pratique en parallèle du créole et du français. Je suis partisan d'utiliser le créole en classe quand c'est nécessaire et en fait replacer dans leur contexte. Je ne dis pas que j'ai été victime d'une injustice, je dis tout simplement j'ai été victime d'une lutte sur le plan politique. En réalité, c'est ça. Les protestations émises par les élèves et le syndicat général de l'éducation en Guadeloupe n'ont débouché sur aucun compromis. C'est sans regret que le professeur est passé de l'éducation à la production agricole, une histoire vieille de 40 ans. La pratique du créole m'était imposée par, en fait, les élèves que j'avais, qui étaient essentiellement des élèves créolophones. Beaucoup d'élèves en classe n'osent pas poser des questions en français de peur de mal dire, d'accord? Et si on ne fait pas attention à ces choses-là, on a toute une partie importante de la classe qui s'exprime jamais. Le créole, qui est la langue parlée en Guadeloupe, interfère parfois avec le français et souvent avec le français parce qu'il est à base lexicale française, souvent. Et ce problème-là, pour pouvoir le prendre en considération, pour permettre aux enfants, et surtout ceux de milieux les plus défavorisés, d'accéder au français standard qu'on enseigne à l'école, il fallait passer par là l'utilisation du créole et même la connaissance de la langue créole. Un cheminement souvent chaotique, mais qui arrive à s'installer dans la modernité. Alors ça fait du bien à l'éducation, mais ça fait aussi beaucoup de bien aux enfants, puisque enfin, leur deuxième langue est reconnue. Parce que bon, je vais vous parler on ne parle pas de rivalité entre le créole et le français, mais bien de la possibilité d'enseigner et d'apprendre les deux langues que nous possédons. Le créole s'épanouit et offre un mode de vie aux citoyens. La langue a sauvé son âme au prix d'un effort intense. Cet sujet. Tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, en particulier à ce que disait monsieur Biabiani. Oui, nous sommes dans une situation linguistique où s'effectue un certain nombre de synthèses, un certain nombre de procédures d'invention par le langage, de significations qui sont réservées à la langue créole. Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de significations qui ne peuvent s'effectuer qu'en créole, qui ne peuvent pas trouver leur équivalent dans l'utilisation de la langue française. Et c'est cette synthèse d'éléments qui ne sont pas contraires, mais qui sont différenciés. Et donc, on retrouve là la notion de différence, la notion de diversité, la notion d'altérité, une altérité positive. Nos différences devant être valorisées et non pas sous-évaluées. Nous sortons de la commande idéologique de l'assimilationnisme plat.
Oui, alors un dernier mot tout de même. On va vous quitter malheureusement parce qu'on vous écouterait pendant très longtemps. Vous, le professeur émérite, vous avez dirigé l'UFR Lettres, vous avez été membre du Haut Comité, du Haut Conseil à la francophonie. Oui, oui. Vous avez reçu le prix Casa de América. Vous êtes le défenseur de la langue française. En même temps, vous adorez le salsa, le jazz américain. Comment la francophonie parle à l'homme et comment elle parle aux professeurs? Et surtout, est-ce que vous la défendez, cette francophonie, dans cet espace où les anglophones et les hispanophones sont majoritaires? Les hispanophones et les anglophones sont majoritaires, certes, mais ce qui retient notre attention, c'est l'unité culturelle, l'unité identitaire de toutes les Caraïbes, de toutes nos Caraïbes. Car l'espace Caraïbe est un espace de synthèse où s'effectuent des synthèses conjonctives ou alors des synthèses disjonctives, mais toujours dans un rapport à une histoire qui est une histoire commune. Toutes les sociétés caribéennes, anglophones ou hispanophones ou francophones ou créolophones, si l'on veut dire ainsi, ont connu une même histoire. L'histoire d'une domination coloniale avec une caractéristique, la racialisation de la domination exercée par le maître sur l'esclave. Donc, tout cela me permet de dire que nous sommes désormais assez grands pour assumer toutes nos différences, réaliser en nous des synthèses qui ne sont pas des synthèses mélancoliques, mais des synthèses de projection sur un avenir où l'homme est réconcilié à lui-même, réconcilié avec sa nature, réconcilié avec son histoire. Merci beaucoup, professeur Thompson. Nous allons rejoindre tout de suite Lise. Vous m'entendez certainement. Vous êtes en compagnie toujours de Fred Deshaies. Eh bien, écoutez, prenez la balle au bon. C'est le cas de le dire. On a bien entendu ces propos émis par Roger Thompson. Comment vous pouvez prolonger cette pensée à rebond? Dans le reportage que nous avons vu tout à l'heure, il était question de peur de mal dire. Est-ce que mal dire, c'est dire toutefois, quand même? Mal dire, c'est dire, mais mal dire dans le contexte francophone, c'est pas mal dire dans les autres contextes. Vous voyez, c'est un peu, on ressemble toujours à son colonisateur. Les Français rient quand il y a des fautes de français. Et donc, le créole a peur de parler mal français. Vous remarquerez que quand vous êtes dans un pays anglophone ou hispanophone, quand vous faites des fautes, personne ne rit. Mais chez nous, nous avons hérité de ça. Et donc, nous rions de celui qui parle mal français, et nous rions également de celui qui parle un créole à peu près, soit qu'il soit négropolitain, comme nous disons, soit qu'il soit purement métropolitain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre tout cela au service d'une pratique. La pratique, quelle est-elle? Il s'agissait d'aider des enfants à accéder à la connaissance. Comme ailleurs, il s'agissait d'aider des fidèles à bien comprendre le texte de la Bible. Et donc parfois, on a commencé à faire la messe en créole, et puis aujourd'hui, c'est devenu quasiment banal de faire la messe en créole. Donc ce qui compte, c'est de pouvoir propager la connaissance, de pouvoir exprimer ce que l'on est. Et à l'intérieur de la francophonie, eh ben, il y a cet élément-là que nous sommes. Où le fond prend le pas au-delà de la forme. En effet. C'est ce qui est important. Le plus important. On a envie de vous entendre sur une autre manière, notre forme, notre note. Crime contre la Guadeloupe. Crime contre la Guadeloupe, voilà, une chanson qui parle de responsabilité locale. Parce qu'à l'intérieur de la francophonie, il y a tant de populations, tant de peuples différents qui expriment ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie d'être. Crime contre la Guadeloupe, interprété par Fred Deshaies. Vous l'avez vu dans ce lieu de mémoire et d'avenir. Tous les sons sont permis, tous les sons ont été émis pour élargir notre pensée commune, élargir cette notion de la francophonie, l'enrichir, lui donner du sens profond, celle du respect des différences avant tout. Moi-même, pas meilleur qui on dot. Faut ça, bon, moi, à vie azote. L'encan garde ça quand passé, ni des moun faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. On paquet de moun qui mort pour même si gayo vin non même, monter alliance et vendre des frères. Pour gagner trop farete longtemps, passer des mairies en héritage. Et pour les autres, y'a qui chômage, on vient-il l'argent qu'a gagné, on qu'a gardé les hommes qu'a bon penser. Mais moi-même, pas meilleur qui on dot. Zoban moi à vie azote, l'on qu'a gardé ça qu'a passé, ni des moun faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe.
qu'à une liberté, là on pas ni l'argent pour payer manger. M'en vivre égalité, les petits ça malheureux toujours malheureux. M'en vivre fraternité, ou savent bien à part qu'à nègre l'argent mettez. En garde ça et ça sérieux, ni des mouns. Politique tout nan makakri, intellectuel à signage yo kan dormi. Yon paquet moun kay nan bise, ça fa yo belle nous mêler. Histoire nous pas avancer, c'est yon qui pirate et flibistier. L'espoir qu'a mort piti à piti. Demain nous vin à crédit moi-même, pas meilleur qui on dot. Faut ça ban moi à vie azot. L'enca garder ça qu'a passé, ni des moun font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Qui c'est qui commet des crimes contre la Guadeloupe? Parce que c'est ça que ça veut dire. Tous ceux qui restent passifs. Ouais. Tous ceux qui ne vont pas vers la prise de responsabilité, le fait de s'occuper de soi, de ses enfants, de sa famille, d'être vraiment dans la pratique, être là dans son pays, être à côté des gens. Merci Fred Dehaye, universitaire, mais aussi l'artiste que vous avez découvert. Et vous avez vu comment c'est joli le créole à entendre, qui est une langue composite, qui est une langue créée par une situation historique dont nous avons largement parlé. Nous allons devoir nous quitter, n'est-ce pas? Absolument. Et saluons toute la francophonie en disant qu'il est temps de penser à tout le monde, de penser à nous, de penser à ceux qui souffrent, à Saint-Martin, à Saint-Barth, aux Saintes, à Marie-Galante, mais aussi en Guadeloupe, mais aussi dans le monde. On a entendu ce qui se passe à Mexico. Donc, merci de nous avoir suivis. C'était très agréable d'être en votre compagnie, malgré les circonstances. De la douleur et de l'espoir, et surtout ce vent de créativité qui continue de souffler dans notre région. Nous retrouvons Stéphanie Mélion-Renette avec ce Bigidi. Le Bigidi, c'est le sens de l'équilibre et du déséquilibre à la fois, ce qui fait que finalement, on reste encore debout. On vous dit au revoir. Tendez, tendez, écoutez pourtant. D'abord, il y a la mécanique des fluides. Ambré, le feu. L'eau pyromane qui griffe les gorges de l'escar mémoriel de l'ébène bois, ulcéré. L'eau suspendue qui désaltère nos estomacs, vos estomacs. Asséchée par la faim qui lacère au petit matin. Le roulis de la mer, éternel. Éternelle écume de notre Bigidi. Le sang, boue, coagule, boudin, eau de boudin et daigne crasse à boudin. Et puis il y a la salive, intarissable sur les bancs de l'école. Toute cette aquosité qui a poli mes zygomatiques, ma glotte, polyglotte. Je roule les airs et je le verbe haut, noces de papier, peuple de voyage, assaut. Mais en toutes gens, toutes gens, mon cœur est une mécanique créole. Mécanique, créole, mécanique, créole, mécanique, créole, mécanique. Moi, forme flèche, forme flamme, forme campèche, forme sang, forme rose, forme nom, forme flamme. Forme, tendez-moi, oh, tendez. Tendez. Oui, tendez. Maman.
Et retour à Paris sur ces mots magnifiques de Stéphanie Mélion-Rennette. Merci Lise Dolmar, merci Michel Rennette, merci à tous vos invités d'avoir participé à ce tour du monde de la francophonie. Merci à vos équipes, malgré les difficultés provoquées par le passage de l'ouragan Maria. Et on continue de parler des Antilles françaises ici à Paris avec nos invités, le cinéaste Christian Lara, l'écrivain et le poète Daniel Maximin, Jacob Desvarieux du groupe Cassav et puis le chanteur Philippe Laville. Merci à vous quatre d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on en a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission. On vient de l'entendre. Est-ce qu'on apprend à vivre avec cette menace cyclonique aux Antilles françaises? Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on vit avec? Est-ce que ça a une influence sur la vie? On n'a pas le choix, je crois. Jacob Desvarieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix. Bon, c'est vrai que, vu d'ici, on a l'impression qu'il fait beau tout le temps. On doit vivre avec les tremblements de terre, avec les cyclones, avec les éventuelles éruptions volcaniques. C'est un peu comme quand on voit la France de loin, on dit « Ah, c'est super ». Bon, ils vivent avec l'hiver. Nous, on n'a pas ça. Bon, c'est pas comparable, quand même. Christian Lara. Moi, j'avais une maison familiale où il y avait un palmier. C'était à La Rose, en Guadeloupe. Et depuis le cyclone de 28, le palmier, il se couchait. Et puis, le cyclone passait, il se redressait. Je crois que c'est le symbole des Antilles. On est habitué... Attention, je ne dis pas qu'on est habitué à ce genre de désastre, mais on a la volonté de se redresser. Est-ce que ça a une influence aussi sur l'œuvre littéraire, au cinéma, dans les chansons? Philippe Laville, par exemple? Cette menace permanente? Non. En ce qui me concerne, non. Je dirais simplement que je préfère la beauté de ces endroits-là et en parler si je peux. Vous parliez tout à l'heure, on apprend à vivre. Mais on n'apprend pas à vivre, puisque tout petit, on vit avec, en fait. Voilà, mon premier cyclone, je l'ai connu en 51, j'avais 4 ans. Et je m'en souviens comme si c'était pas hier, bien sûr. Mais je me souviens parfaitement de la vitesse à laquelle c'est arrivé, la vitesse à laquelle on s'est protégé, le bruit. Tout ça, ça fait partie. Puis on a peur, mais je ne sais même pas si j'ai eu peur. Tout simplement, ce que je sais, c'est qu'il y en a eu un autre après où on était venu nous chercher. On était dans une maison en bord de mer, un chemin impossible, et un ami de mes parents était venu avec un command car parce qu'on avait récupéré du matériel de la guerre des Américains qui avaient laissé beaucoup de choses là-bas. Et je me souviens de piqûres, de vraies piqûres, quoi. On était derrière, pas protégés. Le vent et l'eau, on recevait des piqûres partout sur le corps de gouttelettes d'eau qui arrivaient à 250 km/h. Je peux vous dire qu'on s'en souvient toute sa vie. Pas de la douleur, mais du phénomène. Donc on n'apprend pas à vivre avec ça. On ne peut pas apprendre à vivre. Mais on vit avec. On sait que ça peut arriver. Et je voudrais rajouter une chose, si vous permettez, c'est qu'il y a une solidarité entre voisins, les familles. Dès qu'on sort de chez soi, qu'on voit un type à côté qui est emmerdé parce qu'il n'arrive pas à sortir un tronc d'arbre et tout, on va l'aider. Il y a des Antillais qui sont dans la difficulté, on peut dire dans le malheur, dans la difficulté. Voilà. Pardon, j'ai été un peu long. Non, pas du tout. Mais je crois que c'est quand même le propre de l'humanité. Quand il y a un désastre, je crois que l'homme, il ne cesse d'être un animal pour être un petit peu intelligent. Opa. Daniel Maximin, je vous vois. Le palmier dont vient de parler Christian Lara, c'est nous. C'est l'homme sur la terre, quand il sait, grâce au cataclysme, qu'il n'est pas le maître du monde, qu'il n'est pas le maître de la nature, mais que, par exemple, pour nous, il ne faut pas vivre contre le cyclone, mais vivre avec. Ça veut dire très concrètement dans l'architecture, dans la vie, dans la construction, dans un tas de choses, savoir que c'est possible. Voyez ? Et ça, j'appelle ça une fatalité sans fatalisme. C'est-à-dire, on ne dit pas, bien, on ne va pas construire de maison parce qu'on sait qu'elle aurait été détruite un jour. Mais on fait attention. Et ça, évidemment, c'est ça la véritable culture qui fait qu'on vit avec, c'est-à-dire on apprend, y compris à lutter contre, en sachant quelles sont nos propres forces. Le palmier, parce que c'est le roseau de La Fontaine, ce que tu viens de décrire. Hein. Le roseau, il sait ça.
Le chêne, lui, il dit, mais non, je suis plus fort, et il tombe, voilà, plié sans rond. Et au fond, toute la Caraïbe est composée de peuples roseaux, c'est-à-dire, quelque part, de peuples résistants par rapport aussi. Alors, évidemment, il peut y avoir un moment où, 400 km à l'heure, on ne peut rien faire, et on meurt. Et on ne peut pas reprocher à la nature de faire ce qu'elle fait, puisqu'en même temps, pour ce qui concerne la Caraïbe, par exemple, c'est elle qui fait la beauté, la fertilité. Par exemple, ce sont des terres fertiles. L'éruption volcanique, elle nous donne de quoi faire beaucoup de cultures dans les terres les plus fertiles du monde, les terres volcaniques. Les gens savent ça, de l'Etna, du Vésuve, donc ils habitent à côté. Et puis quand il y a l'éruption, eh bien on s'en va. Et peut-être qu'on peut mourir. Mais on ne dit pas que la terre est faite pour que l'homme soit éternellement maître de cela et que la terre obéisse à tout ce qu'il veut. Je rappelle souvent nos ancêtres amérindiens disant « Le cyclone a l'avantage de détruire ce qui n'aurait peut-être pas dû être construit ». Ça nous fait réfléchir sur notre manière d'être, de construire et de vivre. J'ai envie d'applaudir, moi, là. Non, allez-y. Non, mais ça se voit. Vous parlez de la musique, ça se voit. Je reprends ce que tu disais. La musique dit ça. Nos musiques parlent de ces choses-là et décrivent. Tout à l'heure, je parlais à Jacob, je disais, est-ce que tu te souviens de Cyclone David, cette magnifique chanson de Hippie Express à Haïti qui exprime ça. Nos cousins de Cuba ont des chansons. El Trio et El Cyclone, dans lequel ils disent, par exemple, ça finit comme ça, quand le cyclone s'en va, los muertos van au ciel, et les vivants vont danser le son. Ça n'est pas de la facilité exotique, c'est pour dire la vie doit reprendre. Voilà. Et là encore, c'est l'exemple de la nature. Nous savons tous que dès le lendemain du cyclone, aujourd'hui, la nature est en train de commencer son travail. Les arbres sont en train de pousser. Quand on a eu Hugo, les feuilles ont poussé sur les troncs et n'ont pas attendu d'avoir les branches. On a eu comme des ifs dans toute la grande terre, parce que la nature, elle aussi, n'attend pas pour faire comme on voit, pour reconstruire. Daniel Maximin, vous parliez de peuples résistants. J'aimerais qu'on aborde la question de la langue française, cette langue qui a été la langue du colon, de l'esclavagiste au départ. Comment est-elle vécue aujourd'hui aux Antilles? Comme de langue de résistance qui a permis aux gens d'exprimer ce qu'ils étaient, y compris contre l'État colonial. Voilà. La musique, la langue, le violon, le piano, ce qui les a amenés, les maîtres. Qui en a fait des outils de résistance? Qui a fait Cassave? Eh bien, c'est le fait de le prendre, de le transformer et d'exprimer sa liberté à travers ses instruments. Justement, donc la langue, c'est un outil. Jacob Desvarieux, pour vous, c'était une résistance aussi de créer Cassave et de chanter en créole aussi partout dans le monde? À la base, oui. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte. C'était l'époque des mouvements indépendantistes, des mouvements... On est à la fin des années 70. Hein. Voilà. Bon, et donc, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient? Parce que jusque-là, on voyait le monde à travers les yeux des Français, quoi. Donc, nous, on disait, par exemple, tiens, j'étais sur un plateau, il y avait des Noirs, machin, bon. Et quand les Africains nous voyaient, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent? On n'a jamais vu un Blanc dire, j'étais avec des Blancs. Bon, enfin bon, c'était comme ça. Bon, ça a beaucoup changé depuis, mais à cette époque-là, nous, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse de la musique. Bon, on est antillais, on fait de la musique antillaise pour les Antillais. Et on aimerait bien que ça plaise au reste du monde. Et pas l'inverse, ce qui se faisait à l'époque, qu'on appelait la world music, enfin, pour être gentil, quoi. C'est la third world music, qui était de la musique anglo-saxonne, chantée par un bougnoul qui sort d'un pays quelconque dans sa langue. Nous, on ne voulait pas faire ça. Et donc, on est parti vraiment sur ces idées pour chanter en créole, et uniquement en créole, faire de la musique antillaise et pas autre chose. On a été, évidemment, dès qu'on a signé dans les maisons de disques, on nous a demandé, vous pouvez pas faire un peu plus comme si, chanter en français, machin, bon, non. C'est un mouvement de résistance, c'est un mouvement, on est militant. Voilà, c'est pas simplement des musiciens, quoi. Ce sont des militants qui sont mis ensemble pour faire quelque chose, quoi. Philippe Laville, justement, vous aussi qui êtes chanteur, vous qui êtes né aux Antilles, vous avez aussi chanté en créole? Ah oui. J'ai chanté en créole, j'ai fait plusieurs chansons en créole. Vos grands succès sont en créole aussi. Il y a eu une chanson que le groupe que Cassave avait enregistrée, Collé Serré, avec Jocelyne Mérard. Donc on a, voilà. En français, en créole. En français créole, oui, parce que oui, de toute façon, il fallait faire un peu de français et un peu de créole. Pourquoi? Parce que j'avais un patron de maison de disques à l'époque qui m'a dit ça va pas marcher parce que c'est en créole. Et je lui ai dit juste un truc, quand tu fêtes ton anniversaire, qu'est-ce que tu mets comme chanson? Et on dit souvent c'est Happy Birthday to You, le truc de Happy Birthday to You de Stevie Wonder. Or cette chanson, si on écoute un peu les paroles, et en tout cas si on se renseigne un peu, c'est une chanson qu'il avait faite pour le 20e anniversaire de la mort de Martin Luther King. Donc il y a des couillons qui sont là en Happy Birthday to You, et ça, moi ça me gonfle
à un point énorme, quoi. Bon, alors ça, c'est dit. Cassav, je voudrais juste dire une chose. Ils ont fait un zénith en 7 jours au zénith, en 1900... je sais plus. En 80, début 80. 6, 5, oui, 6, 80. Ouais. Une semaine au zénith. C'est à ce moment-là qu'on a fait le duo avec Jocelyne. Ils ont fait une semaine. Premier jour, j'y suis allé. J'étais invité tous les jours parce que j'avais 2 copains musiciens, Jean-Claude Nemro et Claude Vabure, qui étaient dans le groupe à l'époque. Donc j'avais un pass pour rentrer. J'y allais quand je voulais, quoi. Premier jour... 70% d'afro-africains, antillais, machin, on va dire une majorité de population noire. 30% de petits blancs. Le deuxième jour, on était à 60-40. Et le dernier jour, comme par hasard, il y avait plus que 30% de blacks et tout le reste, c'était des... On n'est pas nombreux. Et voilà. Et les mecs, ils ont à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très, très important, pour les Français de France, blancs, machin, originaires de Bretagne, de machin, qui se sont dit, oh là, ça, il faut pas laisser ça de côté. Voilà. Et nous avons fait l'émission de Drucker ensemble. Voilà. Je vais me tourner vers vous, Christian Lara. Vous êtes un homme de cinéma. L'image est donc fondamentale. Et la langue? La langue est importante. Mais évidemment, comme je fais du cinéma guadeloupéen, dans un premier temps, j'ai fait du cinéma guadeloupéen, le créole était indispensable. Parce qu'à l'époque, personne n'avait osé faire des images alliant l'image et le créole. Eh bien, on l'a fait et ça a marché. C'était un manifeste, hein, également? Oui. Non, mais osons le dire aujourd'hui. Vous savez, on est guadeloupéen, on est antillais avant d'être autre chose. L'identité et les racines, voilà. Non. Pas les racines. Tu préfères l'identité? Moi, je dis l'identité, c'est le fruit qui vient des racines. Oui, c'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui. Je suis d'accord. Avec les racines. Les racines préparent l'identité. Le sang de tous les continents coule dans nos veines. C'est ce que vous avez dit. En plus, c'est ce que vous avez dit, Daniel Maxin. Parce que les Antilles, c'est 4 continents pour faire une île. La Guadeloupe, c'est 4 continents. C'est l'Afrique, c'est l'Europe, c'est l'Asie, la grande communauté hindoue, qu'on ne connaît pas souvent ici. Et l'Amérique, en Amérique. Et quelque part, Cassav, dans son succès mondial, restitue au monde quelque chose que nous avons, nous, synthétisé. Vous voyez? Et c'est en ce sens que nous sommes plus facilement, en quelque sorte, enfants du monde. Et je le dirais par rapport, quand on parle de francophonie... Oui, justement, vous parlez de francopolyphonie. Ah mais oui, parce qu'il faut... Il faut cesser de penser que la francophonie, c'est uniquement l'addition des gens qui parlent français. C'est d'abord la culture. Vous savez, si on n'a rien à se dire, on ne parle pas, même si on parle la même langue. Et si on a des choses à se dire, par exemple une déclaration d'amour, eh bien on va traduire, on va trouver les mots. La francophonie, c'est aussi la traduction. Et je dirais, par exemple, on fait un tour du monde magnifique de 24 fuseaux horaires. Eh bien, sur ces 24 fuseaux horaires, vous savez une chose, les 9/10 des gens sont bilingues et parlent 2 langues. Monde arabe, monde maghrébin, l'Afrique, les Antilles. Vous voyez? 2 langues. Un francophone, c'est quelqu'un qui parle 2 langues ou plus. Et donc, quelque part, ce n'est pas une question de conflit, de prééminence, etc. C'est une question d'assumer au XXIe siècle le bilinguisme, le plurilinguisme, et le fait qu'on ne va pas enfermer quelqu'un dans l'interdit de parler une langue, que ce soit créole ou français. On a fait ça un moment, hein, Jacques. Ah non, il n'y a que le créole qui est l'authenticité. C'est une blague. Ou le contraire. Ou le contraire, on a interdit le créole pendant longtemps dans nos enfances, le coup de règle et des choses comme ça. Vous voyez la rue Cazeneuve, vous voyez des choses comme ça. Mais en France aussi. C'est une tradition qui est venue en France pour faire l'unité du pays. Et cette erreur-là, qui a été transmise dans l'ensemble des colonies, a abouti à cette image. Mais la réalité est celle-là. Et donc, quelque part, la langue française, surtout avec ce qu'on en fait, les écrivains, les cinéastes, les musiciens, est quelque part une langue de liberté pour celui qui se bat pour sa liberté. Allez-y, très rapidement. Non, mais est-ce qu'on ne la maltraite pas en ce moment, la langue française? C'est une bonne question. C'est un autre sujet, ça. Non, mais je suis d'accord, c'est un autre sujet. Je rappelle simplement que quand même la Guadeloupe a donné au monde un prix Nobel de littérature.
Christian Lara, on répondra évidemment à cette question une autre fois. Malheureusement, on arrive déjà au bout de cette émission et va se tourner justement vers le Canada. Montréal est dans les studios de Radio-Canada. On va retrouver André Robitaille qui va nous annoncer le programme de la prochaine heure du Tour du monde de la francophonie. À vous, Montréal. Bonjour à vous, merci. On est très fiers d'être là dans cette belle chaîne de la francophonie aujourd'hui internationale. On vous attend sur notre plateau ici à Montréal en direct. Vous aurez la chance de profiter de notre émission qu'on offre tous les jours aux Canadiens. Et maintenant, on a fait un programme pour vous. Donc, à tout à l'heure, en direct de Montréal. Un Montréal très ensoleillé avec lequel on va beaucoup s'amuser tout à l'heure. Donc, à tout de suite. Merci André Robitaille, un beau programme en perspective. Je voulais remercier nos invités qui ont déjà quitté le plateau. Merci donc à Christian Lara, Philippe Laville, Daniel Maximin, Jacob Desvarieux d'avoir été avec nous. Merci aussi encore une fois à Lise Dolmar et Michel Renette et aux équipes de Guadeloupe Première à Pointe-à-Pitre. Merci aussi aux équipes ici à Paris. Le Tour du monde de la francophonie, ça continue donc au Canada. À bientôt sur TV5 Monde.